Aujourd'hui, je veux créer des conditions de travail et de formation pour ces jeunes qui souhaitent venir en Europe. Que les jeunes viendront en Europe, ils viendront avec un portefeuille consistant qui leur permettrait de découvrir, et si ça leur plaît de rester, si ça leur plaît pas, de retourner. Aujourd'hui, c'est créer des conditions de montrer que l'Europe, c'est pas si simple que ça, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent, qui découvrent la réalité des difficultés et qui n'osent plus retourner. Pour moi, entreprendre, c'est déjà entreprendre sa propre vie. Ça commence par soi. C'est son identité, c'est savoir qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. Bonsoir Dina Mendes Bonsoir et Jules. bienvenue sur notre podcast Kiala. Merci pour l'invitation et une délicate attention à celui qui nous a mis en connexion, sauf d'équité. Dis-moi, tu es à Vienne pour une conférence, c'est ça? Exactement, je suis venue à Vienne pour la journée sur l'énergie et le climat, et une initiative des Nations Unies. Donc 2 jours assez pleins, assez riches, en échange, en rencontre, qui me permet aussi d'avoir une vision plus globale dans ce que j'ai l'habitude de faire depuis 2 éditions, qui est un forum international pour connecter la diaspora, mais aussi les investisseurs qui souhaitent investir et capable en plus sur un aspect investissement et découverte des opportunités. Donc voilà, c'est cette grande vision qui m'a amenée ici, parce qu'on fait des choses pour toujours grandir et impacter à l'échelle internationale. Donc voilà, Vienne, Autriche, donc c'est magnifique. À propos Vienne, dis-moi, pour les quelques jours que tu vas faire ici ou que tu as passé ici à Vienne, quel est l'élément qui te marque dans la ville de Vienne? S'il fallait retenir quelque chose de bien dans la ville de Vienne, qu'est-ce que tu diras? Alors c'est une ville qui est assez petite. Donc je pense qu'il y a une belle connexion entre des Africains qui sont ici à Vienne. Donc ça crée un rapport assez riche et assez partagé en termes d'opportunités. Et j'ai vu une belle synergie de connexion entre les personnes, avec des échanges riches. Et j'ai rencontré des personnes de différentes aspects culturels, parce que ça permet toujours aussi de s'enrichir de la culture. Et c'est une ville assez dynamique, assez jeune, parce que j'ai vu beaucoup de jeunes aussi qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et c'est une ville où je pense que les opportunités sont assez riches. Je vois les jeunes travailler, ils vont partir boire un verre, ils ont leur ordinateur portable, ils sont là en train d'échanger, de faire du network. Et c'est une belle vie, c'est propre. C'est, je pense qu'il y a la fin chance, parce que ce qui m'a retenu aussi, c'est que on est parti dans un endroit où les gens, ils ont laissé leur téléphone comme ça. J'ai dit, mais par quoi? Moi, ça, j'ai vu ça à Calumbay, où tu peux laisser tes affaires, tu pars, tu rejoins, tu le retrouves au même endroit. Moi, je viens de Paris, ça, jamais de la vie, on peut faire ça. Donc voilà, je me dis, c'est assez sécurisant. Non, c'est une très belle ville. Et c'est une première, hein. Je pense qu'il y en aura plein d'autres qui viendront par la suite. Il faut juste que je me mette à fond en anglais pour ne pas rater une opportunité, mais j'aime assez cette ville. Oui, 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 c'est une belle ville. Ça, je corrobore. Revenons à la conférence qui t'amène ici. Tu as parlé tout à l'heure, c'est une conférence c'est le Salon international de l'énergie et du climat. En même temps, je te connais comme une entrepreneuse. Pour nos auditeurs, quel est ton background? Alors moi, je suis d'origine capverdienne, donc partout où je passe, je véhicule en fait l'image du Cap-Vert comme un pays. On vient de parler de Vienne, et le Cap-Vert, c'est un pays, un petit pays par sa taille, mais grand dans le cœur, avec de l'amour, une âme. Et, et dans tous les voyages que j'effectue, je vends en fait
pas vendre pour vendre, mais je fais la promotion de mon pays à travers la culture, à travers l'histoire, la stabilité et aussi toutes les opportunités qui s'offrent en matière d'investissement et de promotion. Donc, je fais la promotion de mon pays. Et en venant à Vielle, déjà, on va partir de base. Pourquoi je suis arrivée à Vielle? C'est à travers la collection que j'ai eue avec notre ami Youssouf Diakité, qui est un grand entrepreneur, que j'ai rencontré lors de la deuxième édition du salon que j'ai fait pas à Paris mais à Marseille, parce que j'aime beaucoup sortir de ma zone de confort. Et quand on me lance un défi ou un challenge, je la prends à cœur ouvert. Je me dis, c'est un moyen pas de prouver, mais de montrer que j'ai cette capacité de le faire. Donc, j'ai fait la deuxième édition du savoir à Marseille, parce que le Cap-Vert, c'est l'économie bleue. Et Marseille, bah, c'est la mer, c'est aussi l'ouverture sur le monde, hein, sur l'Afrique. Et ce qui connecte le Cap-Vert avec Marseille, bah, c'est l'économie bleue, c'est la mer, c'est l'histoire, c'est tout cet aspect aussi migratoire. Doit être des hommes et des femmes qui arrivent, qui repartent. Donc, j'ai fait la deuxième édition là-bas et c'est là où j'ai rencontré Youssouf, qui est un consultant qui fait pas mal de consulting pour les pays africains pour apporter aussi du business en matière de développement et de promotion. Et on s'est retrouvés au Cap-Vert pour la semaine digitale où il m'a fait, du coup, il participe à mon salon, mais en même temps, il était venu avec une idée de connecter la diaspora avec une pays d'origine qui fait aussi partie d'un des volets des actions du salon que je mets en place. Et donc, j'ai participé à la semaine digitale où c'est lui qui est chapeauté, c'est lui qui le faisait là-bas au Cap-Vert. Et c'est de là qu'il m'a parlé du forum économique porté sur l'énergie à Vienne. Je dis, oh, bah, pourquoi pas? C'est une opportunité aussi de voyager, de découvrir et de créer du lien. Et ce qu'il m'anime, c'est créer du lien entre l'humain. C'est de voir les possibilités, comment est-ce qu'on peut co-créer, comment est-ce qu'on peut être utile l'un dans la vie de l'autre et impacter ensemble. Tu parles d'impacter. C'est si important pour toi d'impacter? C'est pas si important pour moi, enfin dans le sens, si je dois dire que c'est important, je dirais oui, mais c'est pas, pour moi, c'est le sens qui prend ma vie. Enfin, quand on impacte, pour moi, impacter, c'est la direction que je veux donner. C'est comment j'entreprends des choses, comment l'humain, ensemble, en partageant ses idées, en co-créant des actions, quel sens on peut donner. Donc, si on donne un sens, on impacte. Donc, pour moi, je peux dire que c'est important d'impacter parce que ça fait partie de la mission, pour certains, la mission de notre existence ici. C'est pas la mission que j'ai ici sur Terre, c'est non pourquoi je suis là. Et une fois que je l'ai trouvé, oui, j'ai envie d'impacter positivement. Je veux pas qu'un jour, les gens parlent de moi dans le mauvais sens. Donc, j'ai envie de laisser une belle contribution, de dire j'ai quand même apporté ma pierre à l'édifice dans la co-création de quelque chose. Donc, pour moi, impacter, ça reste quand même important, mais c'est pas si important que ça, tant que ça a du sens pour ma vie. Ok. Ouais. Si tout ce qu'on fait a du sens, alors C'est ça. C'est normal. on est à sa place. Exactement. Être à sa place. Parce que quand on dit important, on s'inflige quelque chose. On s'inflige. Moi, je pense que quand on sait qui nous sommes et qu'on connaît la mission pour laquelle on est ici, on veut juste qu'il y ait du sens. On a trouvé un sens à notre vie et on veut continuer à porter ce sens dans la vie de l'autre. Donc, avancer ensemble, grandir, être utile. On a parlé tout à l'heure impacter, on a parlé d'entrepreneuriat, on a parlé de connexion. Moi, j'aimerais bien savoir ton avis sur la chose. C'est quoi pour toi entreprendre? C'est quoi faut entreprendre? On me pose souvent cette question. Pour moi, entreprendre, c'est déjà entreprendre sa propre vie. Ça commence par soi. C'est son identité, c'est savoir qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. Parce que quand on se connaît, on a déjà fait le plus gros du chemin.
c'est j'entreprends dans ma vie d'abord, c'est savoir qui je suis, connaître mon identité, mes valeurs, ce qui me supporte, ce qui m'apporte, ce qui fait du sens pour moi. Et ensuite, c'est comment est-ce que je peux contribuer, comment est-ce que je peux aider l'autre. Donc, la notion entreprendre, c'est, on est déjà, je pense, tous des entrepreneurs de sa propre vie. Se lever le matin, c'est entreprendre quelque chose vis-à-vis de soi-même. C'est un engagement vis-à-vis de soi-même. Et c'est la notion, je pense, la plus importante pour un être humain, c'est de connaître son pourquoi elle est là, donc pourquoi elle fait ce qu'elle fait, pourquoi je décide de me lever le matin, c'est mon pourquoi. Parce que j'ai envie d'entreprendre ma vie, j'ai envie de diriger ma vie comme je le sens. À ce moment-là, je sais qui je suis. Maintenant, une fois que je sais, que je connais tout ça, c'est comment est-ce que je peux servir, comment est-ce que je peux contribuer, comment est-ce que je peux impacter. Donc, c'est ça pour moi, la notion entreprendre, c'est déjà être engagé vis-à-vis de soi-même. Après, on peut aller vers l'autre. Mais si on ne sait pas le faire, on aura la peur de, de se donner à 100%, de se donner sans limite. Parce que si je sais que je suis, je ne veux pas perdre de l'autre. Parce que je sais que ma mission, c'est d'être au service, c'est de servir l'autre. Mais pour servir l'autre, je dois d'abord me servir moi. Je dois avoir suffisamment de ressources en moi pour pouvoir servir. Pourquoi est-ce que tu te donnes cette mission pour quelqu'un qui vit en Europe, qui est installé en Europe? Pourquoi est-ce que tu choisis? C'est si important pour toi de créer ce lien entre le Cap-Vert et l'Europe et la diaspora capverdienne en Europe? Je pense que c'est très important pour moi, oui, cette mission que j'ai pu déceler au moi, à travers le fait que je suis arrivée en Europe assez jeune, mais pas par choix. J'ai pas fait le choix de me dire, bah, je vais partir en Europe pour une vie meilleure. Parce que quand on quitte chez soi, c'est pour une vie meilleure, ou sinon c'est pour fuir un problème. C'est pas, ça n'a pas été mon choix. Moi, mes parents, ils ont fait le choix de m'envoyer en Europe assez tôt. Et j'ai pas compris pourquoi ils m'ont envoyé en Europe, en sachant, bon, j'étais très jeune et j'ai vécu dans le manque de ma famille, de mon père, de ma mère, de mes frères et sœurs. Et quand on arrive dans un pays où il faut tout découvrir, faut s'affirmer, il faut se faire accepter. Et ensuite, il faut se sentir accepté. Non, c'est se faire accepter et se sentir accepté. Quand on met tout ça dans la tête, enfin, pas dans la tête, mais quand on pousse un enfant dans ce chemin-là, et quelque part, cet enfant, elle comprend pas le choix des parents. Donc, tu es en fait comment on appelle ça avant, cette difficulté à comprendre le choix de tes parents, pourquoi ils l'ont fait. Mais toi, plus tard, c'est quoi ton rôle, en fait? C'est, je t'envoie, mais qu'est-ce que tu dois faire en retour? Donc, ça a été pour moi, à un moment donné, quand j'ai essayé de comprendre ça, parce que c'est très douloureux, hein, pour un enfant, quand on lui envoie parce qu'on l'éloigne de son Là, tu as peur. 12 ans. C'est très tôt, puis c'est le moment où tu veux savoir, tu es dans cette manque de repères. Tu cherches un repère, ça peut être le repère de la maman ou un repère, une inspiration, c'est ça? Oui, inspiration. Il t'inspire et tout ça. Des références. Des références, exactement. Et c'est à ce moment-là où j'étais en perte totale de qui j'étais. Je suis une jeune fille, donc c'est à ce moment-là où tu poses beaucoup de questions. Et ces questions-là, en général, tu échanges avec tes parents, avec tes tantes, machin, pour avoir ces réponses. Donc, j'avais énormément de questions où je n'avais pas de réponse. Et au contraire, j'ai beaucoup de souffrance en moi. Parce que je me suis sentie comme abandonnée. Mais plus tard, je me suis dit, non,
quand je parlais avec mes parents, et j'ai senti aussi le poids de la responsabilité qui mettait sur mon dos. Donc après, c'est assez conflictuel dans mon langage interne d'interpréter le pourquoi et comment. Parce qu'après, c'est, si je t'envoie, c'est qu'une vie meilleure, mais en même temps, venir aider. M'envoyer quelque chose toutes les semaines ou tous les mois. Donc, Mais comment tu fais donc à 12 ans, tu quittes le Cap-Vert pour t'installer en France? Comment est-ce que tu fais pour traverser, parce que j'imagine à 12 ans, comme tu viens de décrire, tu étais une jeune fille, il y a des hormones, il y a la séparation avec la maman, il y a un nouvel environnement. On vit dans un pays caucasien, une jeune africaine qui arrive, tout est nouveau. Comment est-ce qu'on surmonte ça? comme on dit, on fait rien, on se laisse aller par le courant de la vie jusqu'à ce que tu arrives à comprendre parce que tu as la barrière de la langue, on te met à l'école. En fait, tu es dans cette tu cherches qui tu es, pourquoi tu es là, comment tu vas faire pour pas survivre mais pour mieux te connaître. Et ça a duré quelques années. Bon, j'étais à l'école. Après, c'était un rapport assez... je me sentais pas à ma place. Mais c'était beaucoup de renfermement sur soi. Donc, j'avais beaucoup de renfermement sur moi. Mais je savais que j'étais guidée. Je savais que j'allais m'en sortir. Comment, je sais pas. Mais plus tard, à l'âge adulte, donc j'ai compris que mes parents, s'ils m'envoyaient en France, c'est travailler, contribuer, aider. Donc j'ai commencé à travailler, à voir parce qu'on me demandait, bon, des difficultés au pays, machin. Donc du coup, j'ai commencé à travailler et aider. Et pourquoi? Pour revenir dans ce que tu dis, en dehors de ma vie, ce que j'ai constitué, etc. Le pourquoi. Aujourd'hui, pourquoi je souhaite connecter la diaspora avec le Cap-Vert, c'est plus éveiller les consciences des jeunes au Cap-Vert qui veulent venir en Europe. Avant, c'était plus simple, c'était moins compliqué qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux créer des conditions de travail, de formation pour ces jeunes qui souhaitent venir en Europe. Que le jour où ils viendront en Europe, ils viendront avec un portefeuille consistant qui leur permettrait de découvrir, et si ça leur plaît de laisser, si ça leur plaît pas, de retourner. Aujourd'hui, c'est créer des conditions de montrer que l'Europe, c'est pas si simple que ça, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent, qui découvrent la réalité des difficultés et qui n'osent plus retourner, par dignité, par croire le jugement des autres. Bon, aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans que je suis en Europe, je connais ces réalités, je connais les difficultés. Et pendant le Covid, j'ai pu constater, parce que j'ai eu aussi 10 ans de connexion, où j'allais au Cap-Vert, je posais des questions, je regardais ce qui fonctionnait pas, les dysfonctionnements, et me dire comment est-ce que je peux créer un lien pour apporter des solutions. C'est de là que le salon est né, enfin le projet est né, mais quand le projet est né, l'élément déclencheur, ça a été le Covid. Pendant le temps de Covid, tout était à l'arrêt. Il y avait il y avait voilà, plus de voyages, donc on va dire que les ressources principales, c'est l'économie à travers le voyage, les touristes qui faisaient l'économie du pays. Mais là, on a pu voir que c'était pas que ça. La diaspora avait une force parce que c'est nous qui contribuons pour envoyer de l'argent, pour aider la famille démunie, pour mettre des actions en place, pour aider à ce que chaque famille puisse avoir quelque chose pour survivre. Parce que là, quand tu ne travailles pas et que tu es en quarantaine, il pas bien. Donc, c'est là où je me suis dit, non, il faut connecter parce que la diaspora représente, je pense, à mon avis, la première économie du pays. Parce qu'on envoie énormément de l'argent. Il ne faut pas qu'on ne voit que sur cet aspect-là. Il faut qu'on nous voit beaucoup plus comme des personnes, des hommes et des femmes qui souhaitent contribuer, qui souhaitent aussi apporter leurs compétences au pays. Et ce salon, ça fait combien de temps que tu l'as créé? J'ai fait la première édition à Paris en 2023 et la deuxième édition, on l'a fait en 2025. Donc, il y a une forte connexion. C'est un salon, ça a été comment on appelle ça? C'est un point innovant parce qu'il n'y en avait pas auparavant. Mhm.
Et là, ça a permis, que ce soit les dirigeants du pays, de se rendre compte que la diaspora a un potentiel énorme et que l'investissement, quand on parle de l'investissement, faut pas qu'on minimise le potentiel de la diaspora, surtout de ces jeunes issus de la diaspora qui ont la vision, qui ont envie de contribuer parce que les parents qui ont émigré il y a 50 ans en arrière dans de mauvaises conditions a créé des conditions pour cette jeunesse qui arrive, qui ont fait des études, qui ont un bagage intellectuel qui leur permet de contribuer au développement du pays. Donc l'idée, c'est vraiment connecter ces personnes de la diaspora, mais pas que. On a aussi des amis de la diaspora, les panafricains, les Européens, qui souhaitent découvrir les opportunités en matière d'investissement, parce que le Canada, c'est quand même un pays qui est très stable politiquement, et on veut cette stabilité, parce que c'est ça où on peut co-créer des choses dans un pays où on sait qu'il n'y a pas de conflit, et qu'on peut voir notre investissement grandir et fructifier. En parlant de pays, quelle est la relation que tu as aujourd'hui entre ton pays et ton projet? Est-ce qu'il y a une certaine implication de l'administration capverdière aujourd'hui là, projet? Oui, les dirigeants du pays ils ont vu du potentiel dans ce projet parce que c'est pas un projet qui n'a pas de contenu, c'est un projet qui a des contenus, qui a un programme et, euh, et qu'avec leur soutien, leur accompagnement, on peut le dupliquer même dans d'autres pays. Donc aujourd'hui, c'est reconnu. J'ai un appui du gouvernement. On a un protocole qui est signé. Et l'idée, ça serait que ça devienne, que ça soit institutionnalisé pour que ça soit structuré dans l'agenda des, des programmes ou les salons internationaux qui aura lieu. Donc là, on l'a fait en France, mais l'idée après, ça serait de délocaliser, que ça soit dans d'autres pays sous forme de mini-sommets. Et après, de faire un grand sommet, un grand forum, soit Paris, parce que ça va être, c'est le siège, c'est Paris, mais l'idée, ça sera fait de le faire aux États-Unis, de le faire aussi en Afrique, connecter la diaspora capverdienne qui se retrouve dans les différents pays d'Afrique, connecter aussi les entreprises africaines qui souhaitent investir au Cap-Vert, parce qu'il y en a beaucoup qui investissent au Maroc, par exemple. Mais l'idée, ce serait bien, on leur montre qu'ils peuvent aussi investir dans un pays africain et proche. La seule chose qui peut bloquer actuellement, c'est sur l'aspect transport aérien ou maritime. Parce qu'en Afrique, on a ce problème de connexion Ouais. entre les pays. Mais une fois que ils sont trouvé un grand investisseur qui revient, tu vas nous faciliter cet échange-là, avoir des avions qui fassent les différents pays d'APEC, je pense que ça, on aura un modèle économique puissant et qui fera bénéficier tous les pays de leur part. Quelle est aujourd'hui l'une de tes plus grosses fiertés? Ah, je suis fière dans les deux parce que la première édition, on va dire, c'est la base. C'est la naissance. La naissance. Il faut que la base soit bien fondée, et des fondements solides. La deuxième édition, on est sorti de Paris pour aller à Marseille parce que j'ai un ministre qui est assez challengeant, qui avait participé, avec lequel on avait signé ce protocole, qui m'a dit que ça serait bien de le faire à Paris, peut-être Marseille, ensuite Nice, ensuite Paris, après sortir à l'extérieur. Et comme ce ministre est passé ministre des Océans, donc l'économie bleue, et que Marseille était tout à fait dans l'action qu'on visait, on est parti à Marseille. Et je pense que Marseille a été beaucoup plus challengeant pour moi parce que un salon se fait au moins un an et demi à l'avance. Moi, les 2 salons, entre le moment où j'ai signé un partenariat avec les dirigeants du pays et le moment où on l'a mis en place, c'était au moins 2-3 mois. Les 2, donc ça a été un stress puissant.
Et la deuxième édition, c'est là où ça m'a beaucoup plus en fait, il y avait une force en moi. Une force en moi qui était là parce que rester calme et faire ça, malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer sur l'aspect financier, matériel, mais aussi humain, qu'est-ce qu'il faut compter sur des gens. Et souvent, c'est sur des personnes sur lesquelles tu comptes. Et c'est là où tu te rends compte que c'est pas évident de compter. Et ce salon-là, on l'a fait concrètement, on va dire, en 45 jours. Ça, Donc, c'est, mi-octobre pour début ça, c'est un septembre. marathon. C'est cardiologique. C'est plus qu'un marathon. Ouais, ouais, comme on dit, hein. Ça a été vraiment fort. Mais quand je t'ai dit ça a été fort, c'est que c'est pas moi qui l'ai fait. Moi, on m'a juste utilisé. J'étais juste là à essayer, non pas essayer, à coordonner, à rester calme, à rester zen. Mais c'était assez fort quand même. Et la prochaine édition, c'est prévu pour quand? La prochaine édition, il travaille pour que ça soit en 2027, dans un an. Donc, ça me laisse un an pour bien préparer. À côté de l'organisation de ce forum, tu es aussi chef d'entreprise. Oui. Peux-tu nous parler un peu de comment est-ce que l'idée de faire dans la conciergerie est née? Alors oui, j'ai une conciergerie qui est HD Consulting Paris, qui est née en 2000, officiellement en 2017, mais officieusement bien avant. Euh, Elle est née du fait que mon associé et moi, moi j'avais déjà mon entreprise que j'ai créée en 2009 et mon associé avait déjà aussi son entreprise. Alors lui, il est du Sénégal, moi du Cap-Vert. Et tout commence déjà par la famille. La famille qui appelle, qui demande. Ça a pris des avis. On sait qu'on peut pas faire des affaires avec la famille. La famille, quand ils vous demandent, vous donnez. Donc, C'est même pas conseil. c'est même pas conseil. Ou envoie-moi ça, je t'envoie l'argent après. Ou fais-moi ça, on verra ça après. Ça, c'est pas la peine. Tu pas faire du business comme ça. Mais, on s'est dit, il y a les besoins. Des besoins de la famille, il y a aussi des besoins des amis. Des amis, des amis. Maintenant, au lieu de dégager du temps pour faire des choses cadeaux, bah pourquoi ne pas structurer, dégager du temps, mais l'offrir, enfin le proposer aux personnes qui ont les moyens mais qui n'ont pas du tout. En fait, c'est comme ça que l'idée de la conciergerie, elle est arrivée. C'est de séparer les besoins, répondre aux besoins qui ne nous apportent rien, mais dire, ok, bah, je viens te faire ça, mais en contrepartie, est-ce que toi, tu connais quelqu'un qui peut me payer pour ça? Bah oui, le temps, c'est de l'argent. Exactement. Donc, pour les gens qui ont de l'argent, ils n'ont pas du temps. Donc, je vais me dégager du temps pour eux, pour répondre à leurs besoins. En contrepartie, ils vont me payer. Donc, c'est comme ça que l'idée de la conciergerie est d'arriver, mais en apportant un service plus plus. C'est-à-dire? C'est-à-dire ne pas se contenter de moins, mais plus plus. Souvent, nous les Africains, on veut des choses, mais on se limite dans ces choses-là. Je me suis dit, bah, j'ai de la chance d'être à Paris. Paris, c'est le rêve, c'est la Tour Eiffel, c'est l'amour. c'est l'amour, c'est la mode, c'est la gastronomie, c'est tout. Donc pourquoi pas tourner autour de l'excellence et proposer ce service d'excellence et faire bénéficier en démocratisant, parce que c'est vrai que la conciergerie, c'est pour quelqu'un qui a un pouvoir d'achat, mais on peut aussi faciliter pour des personnes qui ont peut-être un pouvoir d'achat moindre, mais qui méritent aussi un service d'excellence. Ne pas se limiter à des petites choses. Donc, c'est comme ça que AG Consulting est né. Donc, haute définition conciergerie, on apporte du consulting, mais tout ce qui est aspect consulting, c'est de collaborer avec des personnes qui ont une expertise dans ça. Ça va avec l'étude du marché, comment investir, comment créer son entreprise,
comment accompagner. Et de l'autre côté, dans l'aspect accompagnement, c'est d'être au service de ces personnes-là. Et dans l'accompagnement, on a mis en place une approche qui est innovante, qui est le check-up santé-prévention. Souvent, nous avons des diplomates ou des chefs d'entreprise qui voyagent pour se faire plaisir sur le plan matériel, mais sur le plan santé personnelle, ils se négligent. Et je me dis, l'aspect santé, prévention, c'est du luxe. Donc, pour bien dépenser son argent et bien travailler pour faire en bonne santé. Exactement. Donc, on a mis cet aspect-là en place et c'est ça qu'on veut se démarquer. En dehors de venir, on fait tout ce qui est un chauffeur privé, quelqu'un qui cherche du Urumqi, parce qu'on a beaucoup de personnes qui viennent de l'Afrique et qui veulent avoir un accompagnement, conseiller en image pour tout ce qui est aspect Urumqi, shooting photo, fashion week, défilé de mode, toutes ces choses-là, on les accompagne. Mais l'aspect santé, c'est là où on néglige le plus. Et c'est sur ça que pour cette année-ci, je veux le démarquer davantage. C'est de conseiller à toutes ces personnes quand ils viennent à Carré, c'est de prendre soin de leur santé. Parce qu'en Afrique, on n'a pas forcément une bonne hygiène alimentaire. On travaille beaucoup, on fait beaucoup la fête. Le week-end, on avait des amis, on fait la fête. Mais à côté de ça, l'hygiène alimentaire, comme la santé mentale, c'est très important. Donc, je vais accompagner sur cet aspect un peu plus tourné vers soi. Tu as les gens Comme ça, on vivra plus longtemps. Pas plus. C'est ça. J'aime ce que je fais. Et dans tout ce que je fais, je place l'humain au cœur. Pour moi, une personne en très bonne santé, que ce soit sur l'aspect physique, mais sur l'aspect interne, spirituel, c'est la base. Parce que ça crée un alignement. On sait exactement à quel moment notre corps nous parle. Parce que notre corps nous parle alors même nos pensées. Et c'est d'être capable, d'être conscient, de déceler à quel moment on se sent bien ou pas. Si je me lève le matin avec quelques douleurs, des tensions, etc., c'est de me poser la question pourquoi c'est là. Est-ce que mon coussin était mal positionné ou est-ce que j'ai pas assez de... C'est de se poser cette question-là et d'aller chercher ses réponses. Wow. J'éveille et conscience. Ouais. Et ça, c'est sur un autre aspect qui est d'Inagaps. Mais tout est lié. Ouais, tout est lié. Tout est lié. C'est l'humain. Il apporte l'humain à être cohérent, à être aligné et être capable de s'écouter. C'est important de s'écouter, de s'arrêter, de faire une pause. Donc, en fait, l'idée vient du fait qu'on apporte des services gratuits à la famille et on s'est dit pourquoi pas le professionnaliser. Exactement. Et La famille profite toujours autant. Ils en profitent toujours autant, la famille. Mais le facturer, c'est bien. Mais je pense que l'aspect facturer, parce que quand on aime ce qu'on fait, on a du mal aussi à le monétiser. Parce qu'on veut faire du bien, on apporte du bien. Et le bien qu'on apporte n'a pas forcément, on peut pas le monétiser, le quantifier. Et ça, quand on le fait avec la famille, on le fait, on parle de ça tout le temps. Soit pendant les heures de travail, en dehors des heures de travail, parce que ça nous fait du bien. Maintenant, sur un aspect professionnel, c'est de le cadrer, de le structurer. Donc, on le cadre dans la structure, on fait bénéficier à tout le monde avec un forfait. Hein. On a pensé à Joron, on a des forfaits en pack où les clients peuvent nous appeler, ils bénéficient de ces services, que ce soit de l'accompagnement sur la personne, comme un accompagnement par rapport à un service. Je le structure et c'est dedans. Donc, c'est quelqu'un qui fait appel à notre service de conciergerie. Il va nous appeler, par exemple, on fait du sur-mesure pour le voyage. Soit il prend sur un aspect pack, Silver Bond ou Platinum, ou soit un aspect service. Il m'appelle, il veut que je me fasse je book, par exemple, un billet pour Paris. En bookant ce billet pour Paris, je lui donne des conseils. Je ne m'amène pas juste... il y a l'humain. Oui, il y a l'humain aussi. Voilà. Il y a l'humain, il y a l'échange, il y a le conseil, il y a les suggestions. C'est tout un accompagnement. C'est tout un accompagnement.
Et ça, c'est dans le prix, en fait, qui lui va payer. Donc, je veux même pas le facturer les choses en plus. Après, bon, si c'est quelque chose qui est beaucoup plus en profondeur, là, ça t'est obligé d'un autre accompagnement. Mais j'aime échanger, j'aime parler, ben, j'aime échanger avec les gens, j'aime me donner des suggestions et que la personne se sente bien. Il vient pas juste acheter ses filets. Un client qui achète un billet d'avion, il va m'appeler avant, pendant et après. Et même moi, je vais l'appeler pour savoir est-ce que fait un beau voyage, est-ce que tout s'est bien passé, est-ce que... Le service payant. Exactement. Donc, parce que j'aime ce que je fais. Donc, quand j'aime, je me dis, les cellules vont bien. Le monde est rempli de problèmes. Donc, Assez pour même. on a assez de problèmes. On peut être des facilitateurs. Donc, c'est bien. À côté de la conciergerie, si je me trompe pas, tu as aussi comme tu disais tout à l'heure, tout est centré sur l'humain, tout est centré sur le développement de l'humain et l'accomplissement, tout s'aligne. Tu as aussi à côté ce projet de Cabo Business Connect. Cap-Vert Business Connect. Cap-Vert Business Connect, il est dans le salon international des entrepreneurs. Donc, ça fait un aspect forum économique et un aspect connexion pour créer de l'impact. Un client qui veut investir, donc on crée de l'impact autour de l'investissement. Donc, on l'accompagne sur le terrain, visiter le pays, regarder les différents secteurs d'activité dans lesquels, si un projet d'investissement, ça soit cohérent, et signer les accords. Cool. C'est intéressant. Si tu veux venir, Ouais. pas de problème, avec plaisir. Quand tu regardes ce business aujourd'hui, où est-ce que tu le vois dans 5 ans, par exemple? Dans 5 ans, ça c'est la référence. Et qu'est-ce qui te fait croire que ce sera la référence? Parce que je le sais. C'est la référence. C'est la référence sur le plan convention économique, investissement, et plus même l'aspect culturel aussi. Connaître l'histoire du pays, pourquoi j'investis dans ce pays, qu'est-ce que ce pays va m'apporter, comment je peux y contribuer. C'est tout un suivi, hein. Donc oui, c'est la différence où on répond aux questions. Bah, c'est un espace d'échange, de projection, où il y a un échange qui se fait entre les hommes et les femmes. On crée le rapport, on crée le lien. Et quand on crée le rapport, qu'on crée le lien, ça peut que fonctionner. Donc, le salon, dans 5 ans, ça serait une référence. J'ai vraiment pas besoin d'en parler, ça se parlera de lui-même. Ben, dis-moi, y a-t-il ce type de salon dans d'autres pays africains? Y a-t-il d'autres références? As-tu une idée? Oui, oui. L'initiative sur un point économique, je pense que le pôle économique et investissement rentre dans pas mal de salons qu'on peut faire, comme le salon de l'immobilier. Il y a eu un salon de l'immobilier avec la diaspora qui s'est fait récemment en parler, pas et donc on est aussi au cœur de l'investissement maintenant. Est-ce qu'on est au cœur de l'humain? Je sais pas. Parce que là, on est plus sur un aspect investissement, on est plus sur le faire. Moi, ce que je veux apporter, c'est faire ce voyage. La deuxième édition, on l'a fait à Marseille parce que ça partait de l'histoire. Et il y a eu des masterclass qu'on a mis, que j'ai voulu en fait initier, qui est connaître l'histoire du Cap-Vert, mais surtout la matrice identitaire qui nous sommes. Donc ça, tout parle de l'histoire. Et j'ai fait venir un historien qui œuvre sur le continent africain, qui est consultant pour l'UNESCO, qui est un professeur et chercheur, et c'était Charles Akibodé, où il est venu justement nous parler de cette histoire de la découverte des îles du Cap-Vert et animer 2 masterclass sur la matrice identitaire avec ces hommes et ces femmes qui ont su transformer l'exil en mission. Parce que quand on connaît son histoire et qu'on arrive à s'identifier avec soi-même et qu'on travaille ses blessures à l'intérieur de nous, on transforme l'exil, donc la souffrance, on la transforme en mission. Donc, on est missionnaire de la vie. Et quand on dit on est missionnaire dans la vie, on a une mission qui est claire, c'est de contribuer aux actes avec une vision claire.
Donc, il y avait cette première masterclass qui tournait sur ça, ces hommes et ces femmes qui ont su transformer les îles aux missions. La deuxième masterclass, c'était une table ronde où j'ai mis la figure de la diaspora. Ces jeunes qui incarnent l'audace. Et aujourd'hui, je pense que moi, par rapport à mon histoire de l'immigration très jeune, connaître pourquoi mes parents, ils ont décidé de m'envoyer, malgré cette souffrance, cette séparation, de l'amour et tout ça, et trouver sa place, trouver sa vocation, trouver son identité, c'est de savoir qui nous sommes pour savoir où là on veut y aller. Et moi, ma mission, elle est claire, je veux impacter positivement, mais je veux donner aussi à mes enfants ce que une partie de qui je suis, parce qu'ils vont s'identifier à moi. Pourquoi je le fais? Si les enfants, demain, ils ont envie de poursuivre ce que j'ai déjà, moi, essayé, enfin, pas essayé, ce que j'ai déjà initié à la terre, qu'eux-mêmes, ils savent pourquoi ils le font. Et je pense que la notion transmission, autant que parents, quand on transmet des choses, c'est de transmettre à nos enfants des valeurs saines. Je pense que la valeur travail, la valeur amour, la valeur partage, valeur entraide, ce sont des valeurs qui se tiennent l'âme. Donc quand ça se tient l'âme, on fait les choses, mais on n'attend pas forcément quoi que ce soit de la part de l'autre. On le fait parce que ça fait partie de notre mission. D'ailleurs, dans les Écritures, c'est marqué aimer les uns des autres. Donc, pour que je puisse aimer l'autre, il faut d'abord que je m'aime moi, que je sache qui je suis, pour que je puisse pas être en conflit avec l'autre. Parce que l'autre sera le reflet de qui je suis. Si je suis bien avec moi, je tomberai sur des personnes qui sont bien avec eux. Si je suis pas bien avec moi-même, je vais tomber sur quelqu'un qui n'est pas bien avec lui, donc ça va créer des états de résonance, des fréquences. Donc, si je suis bien alignée, j'ai pas peur de l'autre. Et c'est combien même je vois que l'autre n'est pas bien, mon rôle, c'est quoi? C'est de l'aider à être mieux. Mais pour l'aider à être mieux, il faut que je sois bien. Donc, c'est tout un aspect valeur, richesse porté sur l'humain. Parce que je pense qu'en chacun de nous, nous avons toutes les ressources nécessaires qui nous permettent de contribuer positivement, mais sans peur. Tu reviens sur le mot peur. Oui, c'est challengeant la peur. Il faut savoir, faut comprendre la peur. Faut pas que la peur nous domine. Pour que nous, on domine notre peur. Mais d'où vient la peur, en fait? De l'inconnu. La peur vient de l'inconnu. Je sais pas où j'y vais. Donc, si je sais pas où j'y vais, j'ai peur d'y aller. Mais si je sais clairement là où j'y vais, je n'aurai pas peur. Au contraire, c'est challengeant parce que je sais, j'ai une vision qui est claire. Aujourd'hui, quelle est ta peur? D'échouer. Je veux dire, de ne pas réussir. Mais si je veux réussir, la peur, elle va me challenger, elle va me donner envie, justement, de de prendre de la hauteur et d'avancer. C'est notre conflit interne. En fait, il y a moi et moi. Donc, il y a que moi qui sait jusqu'où je suis capable d'y aller. C'est pas l'autre. Donc, si je me mets des jugements, si je me mets des peurs, c'est des histoires que je me raconte à moi-même parce que je me dis, qu'est-ce que lui, il pense? Mais lui, il est pas moi, il peut pas penser à ma place. Et moi, je peux pas penser pour lui. Mais à partir du moment où je commence à essayer de dialoguer avec ça, bah, c'est une peur, justement, de ne pas le faire parce que j'ai pas que l'autre me juge. Donc, c'est challengeant. C'est à moi de discuter avec ma peur. Juste, qu'est-ce que tu veux de moi? Pourquoi est-ce que j'y arriverai pas? Et si j'y vais, qu'est-ce que je vais découvrir? En fait, c'est savoir dialoguer Avec soi? avec soi. C'est ça. Dialoguer avec soi. Parce que si tu dialogues pas, on se raconte beaucoup d'histoires. Mais si on ne prend pas le dessus, si on n'a pas cette force de dire non, je sais que tu es là, mais je suis plus forte que ça. À t'écouter, tu travailles beaucoup avec les personnes. Tu travailles avec des gens, que ce soit Cap-Vert, que ce soit en France. Et en plus de ça, tu as dit tout à l'heure, l'humain est au centre de tout ton travail. Je suis déjà une femme de caractère. C'est quoi une forme de caractère? Une femme de caractère, c'est une femme qui sait se positionner, qui se connaît suffisamment bien pour ne pas se laisser influencer facilement. En Europe, très rapidement, on se met des barrières. Alors, à contrario, quand on vit en Afrique, ces barrières n'existent pas.
on est capable de décider de devenir ce qu'on veut sans toutefois avoir l'impression de déranger. Est-ce que tu partages ce constat? Je la partage, oui et non. En fait, il y a deux aspects. L'environnement joue énormément dans la manière dont on se façonne une image ou une croyance. Euh, la différence, quand on est né en Afrique, l'Afrique a des valeurs et des principes. Et le peuple africain est un peuple très résilient. Très, très, très résilient. Quand on arrive en Europe, souvent on s'accommode à des situations, parfois de déranger, on n'a pas, parce que quelque part, on se sent pas chez soi, parce qu'on est parti. Il faut lutter pour l'intégration, il faut lutter pour se faire une place, il faut lutter sur pas mal de choses. Et si on a comment on appelle ça, si on est fragilisé dans notre être, on peut facilement perdre notre corps identité parce qu'on veut plaire. On veut plaire, on veut que ça soit approuvé. Parce qu'aujourd'hui, le conditionnement, c'est pour être accepté, je vais dire oui à tout. Ouais. Et j'oublie qui je suis. Donc, il y a vraiment un travail énorme à faire sur soi. Et tant qu'on ne fait pas ce travail sur soi, c'est difficile parce qu'on va être comme un ballon de ping-pong. En fait, on va nous balancer dans tous les sens. Et on finit par chuter. Et pourquoi ça dérange quand quelqu'un a trouvé sa place, sa légitimité, quand elle est vraiment ancrée, elle va commencer à déranger parce qu'elle s'affirme. Et quand toi, il y a l'affirmation de soi, et que part, on s'en fout de la vie des autres. Si tu regardes actuellement, à Paris, il y a eu les élections. À travers des élections, il y a beaucoup de municipalités où c'est les maires de couleur qui ont gagné ces élections. Ils ont gagné parce que le peuple leur a fait confiance, parce qu'ils ont la capacité de conduire, d'apporter un changement, d'apporter quelque chose qui correspond à la politique de la Ligue. Ils n'ont pas volé, ils n'ont pas triché. On a voté pour eux, donc c'est légitime. De l'autre côté, ça dérange. Ça dérange parce que c'est un noir, parce que ceci, parce que cela. Mais à partir du moment où lui, il est tranquille avec sa conscience, il peut essayer de convaincre, mais on ne pourra pas convaincre les gens qui veulent pas comprendre. Ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont bornés. La seule chose qu'on doit faire, c'est quoi? C'est continuer à faire le travail pour lequel les citoyens ont voté pour nous. C'est montrer qu'on est capable, qu'on a la capacité de le faire. Ils nous ont fait confiance, ils ont raison de faire confiance. C'est à nous de travailler pour que cette confiance soit respectée. Donc je pense que quand on sait réellement qui nous sommes, les opinions des autres, ils seront là. On est venu, on a trouvé, on partira, on laissera. Mais c'est d'être ferme dans notre posture, se positionner avec une posture de leader ou de quelqu'un qui sait qui il est. Peu importe ce que les gens vont dire, ça change pas. Tu parles du leadership en tant que femme d'entreprise, femme chef d'entreprise. C'est quoi le leadership pour toi? Pour moi, c'est pas quelqu'un qui se positionne comme le premier. C'est de savoir qu'il est quelqu'un qui est positionné dans sa posture de chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui contribue, qui met la main à la pâte dans tout. C'est on y va. On est ensemble. C'est pas que moi, c'est nous, on fédère en œuvre. C'est ça un leader, c'est quelqu'un qui sait, il enveloppe tout le monde. Si un vainqueur, on est tous des vainqueurs. C'est pas moi qui ai vaincu ou nous avons vaincu. Il y a toujours un capitaine, un petit léger. Mais le gagnant, c'est nous. Ceux qui travaillons, c'est nous. On travaille ensemble. C'est pas être individuel, c'est d'être ensemble. C'est l'union qui fait la force. Oui. Et en parlant, en tant que femme africaine, chef d'entreprise en Europe, y a-t-il des challenges qu'une femme africaine, chef d'entreprise en Europe, fait face? Ouais, bien sûr. Et je te parlais tout à l'heure de se sentir légitime et à sa place. C'est challengeant parce que
c'est comme si il fallait mériter d'être quelque part. Donc, c'est du challenge constamment. Mais quand on le fait parce que on sait qu'on est appelé à le faire, donc au contraire, ça booste. Ça booste davantage la confiance en soi, de se dire, mais je suis capable, il me lance un défi, donc au bout, il est là. En général, on refuse de rêver grand alors que le rêve ne coûte rien. S'il fallait donner aujourd'hui un ou deux conseils à une jeune fille qui n'aurait pas d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Continue à rêver et lève-toi pour réaliser tes rêves. La seule limite, c'est elle, personne d'autre. Elle réussit, c'est elle. Elle réussit pas, c'est elle. On ne peut pas blâmer ou culpabiliser qui que ce soit. Le potentiel est en nous. Nous avons tout ce qu'il faut pour rêver grand. Maintenant, il faut s'armer de courage, de patience, de la détermination et de la résilience. Donc, on sait que le chemin ne sera pas facile. Ça, il faut se le dire. Rien n'est facile. Déjà, se lever le matin, quand bien même le réveil sonne, on n'a pas envie de se lever. Mais si on se dit non, je suis encore fatigué, je reste, bah oui, bah, c'est la décision que tu as prise. Mais si tu te dis, ah non, c'est une opportunité, tu peux le faire, le monde n'attend que toi pour œuvrer. Donc, la décision t'appartient. Notre propre barrière, c'est nous. C'est personne d'autre. Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez tes collaborateurs? Oui, il faut qu'il y ait la parole et qu'il y ait l'action qui accompagne pas. La parole fait l'homme. T'aurais beau être un grand homme, si t'as pas de parole, ça va pas le faire. Et depuis, et ça a toujours été comme ça pour toi ou c'est à partir d'un certain temps que tu as constaté que c'est quelque chose qui, pour toi, est... Ça m'a toujours animé. Ça m'a toujours animé la parole. Mais c'est peut-être parce que c'est à travers ma foi aussi, hein, la foi de la création. La parole crée, donc la parole crée les actions, crée les possibilités. Donc pour moi, la parole, c'est ce qui fait sens à une vie. Quand tu dis tu fais, tu le fais. C'est quoi pour toi, aujourd'hui, la réussite? C'est la satisfaction que je vois dans le regard de l'autre. S'il te restait 365 jours à vivre sur la Terre, comment est-ce que tu vivrais ces 365 jours? Je ne poserai pas la question du pourquoi. Je me laisserai, je ferai ce que je fais euh, avec plus de conscience sur chaque jour qui me reste à vivre, puisque du coup, j'aurais tendance à compter, regarder le décompteur. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que je peux aujourd'hui? Comment je peux m'améliorer demain? Je pense que je serai toujours dans ce bilan. J'ai fait ça hier, aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça soit mieux? Et ainsi de suite pour demain, parce que du coup, je ne me poserai pas la question de demain. Donc, je vis vraiment le moment présent en améliorant et faire des choses en plaisir et apporter du plaisir à l'autre. Être utile. Et si ce soir tu devais partir et que tu n'avais plus l'occasion de dire quelque chose, qu'est-ce que tu regretterais de n'avoir pas dit? J'essaierai de faire un travail sur moi pour savoir qu'est-ce que je laisse à l'autre. Est-ce que j'ai laissé, est-ce que j'ai apporté du bonheur à l'autre? Là, du coup, je me pose même pas la question sur moi. C'est plutôt, qu'est-ce que j'ai fait du bien? Est-ce que j'ai apporté suffisamment du bonheur à l'autre? Et maintenant que tu me poses cette question, bah, ça serait de dire aux gens que j'aime, je t'aime. Parce que je sais pas si demain j'aurai l'occasion de vous dire que je t'aime, je pense que c'est ça. Si ce soir c'était le dernier jour, ça veut dire que dès que je sors d'ici, j'appellerai mes enfants. Je vous aime. Parce que moi, j'ai coupé le cordon avec mes enfants pour qu'ils puissent vivre leur vie tranquillement, malgré qu'ils sont quand même là avec moi. Mais je suis plus cette maman qui appelle pour savoir t'es où, tu fais quoi, qu'est-ce que machin. Non, je les laisse vivre leur vie. Et je pense que je leur ai suffisamment dit que je les aimais, mais je pense qu'on leur dit jamais assez non plus. Du fait que j'ai pas eu ça de mes parents quand j'étais dans l'âge où j'avais besoin que mes parents me disent qu'ils m'aiment, parce qu'en fait, je pense qu'en Afrique, on dit pas aux enfants qu'on les aime. On éduque nos enfants comme on a été éduqués. Et moi, ça m'a apporté beaucoup de bien, la séparation avec mes parents quand je suis arrivée en France, de, de savoir qui j'étais. Et une fois que j'ai su qui j'étais, que j'ai fait aussi. J'ai eu la chance de porter, de donner vie à mes enfants. Euh,
J'ai toujours voulu être proche de mes enfants. J'ai des mamans très poule. J'ai toujours peur de mes enfants. Mais il y a quelques années en arrière, quand j'ai appris davantage sur moi et que j'ai fait un travail sur moi, je me suis dit, il faut couper le bonbon. Faut pas que j'impacte mes peurs à mes enfants. Faut que je les laisse découvrir eux-mêmes leur cœur. Mais le manque que j'avais en moi, c'était ce manque d'amour. Parce qu'après, je me suis séparée aussi, je perds les enfants. Oui, il fallait faire aussi un travail énorme, mais c'est pas évident d'élever seul ses enfants jusqu'à un certain âge, de pouvoir refaire sa vie. Donc, la vie m'a enseigné beaucoup de choses. La vie m'a enseigné énormément de choses et j'étais dans cette quête de savoir qui j'étais, pour savoir comment je peux être bien avec mes enfants, pour qu'ils ressentent pas ce manque. Et la préoccupation d'une mère, c'est toujours donner suffisamment à ses enfants. Et quand bien même on veut leur donner beaucoup, est-ce que le beaucoup qu'on leur donne les comble? Ça, c'est la question que eux, ils sont capables de répondre si un jour on leur pose la question. On est très exigeant vis-à-vis de soi-même, parce qu'on veut vraiment donner beaucoup à nos enfants. Donc, du coup, oui, je pense que je leur ai donné beaucoup d'amour. Je leur ai montré beaucoup d'amour. Je leur ai donné beaucoup pas beaucoup, mais suffisamment de valeurs qui les soutiennent, parce que la valeur, c'est ce que se tient l'homme, c'est le pilier hein, d'avoir cet équilibre quand on a des valeurs qui nous supportent, qui nous portent dans nos actions. Et donc tout ça, pour résumer, je pense que nous sommes des êtres d'amour avant tout et que tout le monde cherche l'homme. Alors, c'est de s'aimer suffisamment, d'aimer l'autre suffisamment et de s'aimer suffisamment pour être bien les uns avec les autres, parce que le bonheur se trouve en soi avant de venir à l'autre. Et à propos bonheur, dirais-tu que tu es une femme heureuse? Oui, ouais, je suis une femme heureuse, comblée, et je remercie le ciel tous les jours. Aujourd'hui, je suis comblée parce que j'ai pu combler le manque qui était en moi, qui est l'amour de mes parents, mais pas que ça. Mais je pense, j'ai même la certitude, c'est l'amour que le Créateur a mis en moi. Donc, du coup, je me dis, comme il m'a donné suffisamment d'amour, parce que lui mérite amour, par amour, il s'est sacrifié, et par amour, on se sacrifie pour l'autre. Mais quand on a suffisamment d'amour pour nous, on le donne aussi à l'autre, on ne compte pas. On n'attend rien à retour. Donc, je donne, mais j'attends pas, pour ne pas être déçu. Je donne et j'attends. J'attends pas en retour. Je veux juste que la personne y soit comblée à son tour. Et si je peux y contribuer, je contribuerai du mieux que je peux. Merci d'être passé. Ouais, merci à toi.